Singapour 2018. Hamilton est à la limite dans tous les virages. Sa voiture frôle les murs, il est sous pression, la moindre erreur et le tour est terminé. En effet, ce week-end, sur le tracé de Marina Bay, la Mercedes n'est pas aussi dominante qu'à son habitude. Et pourtant, cette pole position est un fait incontournable de l'histoire de la F1 qui est ancré dans la mémoire de tous les fans. Mais peu sont capables d'identifier ce qui fait la magie de ce tour. Hamilton lui-même a du mal à mettre des mots sur sa performance. C'était magique. Je ne sais pas où je suis allé le chercher, mais... Bien que ce soit intéressant, dans cette vidéo, on va aller au-delà de l'aspect spectaculaire et artistique de ce tour. Nous allons y plonger en profondeur pour découvrir ce qui le rend mémorable et en extraire des concepts de pilotage dont personne ne parle que vous allez pouvoir réutiliser pour vous améliorer. Soyez honnête, est-ce que vous êtes sûr de parfaitement comprendre comment bien prendre un virage? Lorsque vous prenez un virage, est-ce que vous le prenez au feeling? Ou au contraire, est-ce que chacune de vos actions est parfaitement réfléchie et millimétrée? Ne vous êtes-vous jamais senti bloqué dans votre progression, frustré de ne pas savoir comment améliorer votre chrono? Si une de ces questions vous a interpellé, c'est qu'il vaut peut-être le coup de replonger dans les différentes stratégies de passage de virage. On est bien d'accord que c'est notre objectif numéro 1. Et pour y arriver, c'est très simple, il va falloir être le plus rapide. Mais aller vite en ligne droite, tout le monde sait faire. Donc là où la différence se fait, c'est en virage. Malheureusement, en ayant compris cette idée des plus évidentes, on s'apprête à tomber dans un premier piège. En se focalisant uniquement sur le passage en virage, on va peut-être gagner du temps dans le virage, mais on risque de négliger sa sortie, et tout le temps gagné à l'intérieur du virage va fondre comme neige au soleil dans la ligne droite suivante. Il est important de comprendre qu'un circuit est un tout, où chacune de ses portions va avoir une influence sur les suivantes. Il nous faut donc dézoomer, appréhender le circuit dans son ensemble. Donc cette première erreur à éviter, c'est de se focaliser sur chaque virage de manière indépendante. Le circuit de Singapour en est un bon exemple. Chaque portion du circuit est unique et il met en lumière la capacité qu'ont les pilotes de génie comme Hamilton à aborder chaque virage de la meilleure façon qui soit, avec assez de recul pour optimiser le chrono final. Généralement, quand on cherche à comprendre comment s'améliorer, la première question qui nous vient à l'esprit est: est-ce que je prends la trajectoire idéale? Et contrairement à ce qu'on peut entendre, la réponse n'est pas très simple. En réalité, il existe beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans l'équation. Déjà, les caractéristiques du circuit, comme la longueur de la ligne droite précédente, la longueur de la ligne droite suivante, la géométrie du virage, l'orientation et l'importance du banking, la texture du sol, les particularités du circuit comme les vibreurs et j'en passe. Il faut aussi prendre en compte les caractéristiques de la voiture, comme son poids, sa puissance, sa capacité de freinage, son appui aérodynamique, etc. Une F1 n'aura pas du tout le même comportement en virage qu'une GT et donc demandera de ne pas prendre la même trajectoire. Finalement, cette trajectoire optimale est différente à chaque virage, pour chaque voiture, et pour deux virages qui seraient en apparence identiques mais sur deux circuits différents, cette trajectoire va devoir s'adapter à la longueur de la ligne droite suivante. Il va donc falloir, à la manière d'Hamilton, trouver le meilleur rapport entre notre vitesse de passage en virage et notre vitesse en ligne droite. Pour réaliser le tour du circuit le plus rapidement possible, on a deux leviers. Passer le moins de temps possible dans chaque virage et passer le moins de temps possible en ligne droite. Mais vous vous en doutez, si ces affirmations sont si évidentes, c'est qu'il existe une subtilité qui nous échappe. Avoir une excellente sortie signifie en général que nous avons passé plus de temps dans le virage pour préparer notre sortie. Inversement, si on minimise le temps passé dans le virage, on se place généralement dans une situation délicate en sortie de virage, avec une réaccélération tardive et donc une vitesse en ligne droite moins bonne. Donc finalement, c'est cette balance-là, vitesse en virage, vitesse en ligne droite, qu'il va falloir déterminer pour chaque virage. La recette pour trouver la vitesse de passage de virage optimale est en théorie très simple. Il faudra chercher à réduire le plus possible son temps de passage en virage, jusqu'à trouver le point de bascule au-dessus duquel le temps perdu en virage ne sera pas gagné dans la ligne droite, et en dessous duquel le temps gagné en virage sera perdu dans la ligne droite. Mais si la méthode est simple, comment se fait-il que tout le monde n'en soit pas capable? Toute la difficulté de cet exercice réside dans la capacité du pilote à rapidement s'adapter au circuit et comprendre le comportement de sa voiture pour trouver le meilleur compromis possible. Et cette capacité d'adaptation, cette capacité à évaluer rapidement les limites de sa voiture pour en extraire tout son potentiel, et ce, à chaque virage, est une qualité propre aux pilotes de génie. Mais ce n'est pas grave, même si on n'est ni Hamilton ni Verstappen, on veut en savoir plus. Je veux savoir concrètement comment je peux faire pour trouver le meilleur compromis possible. Je veux savoir comment faire pour battre mes potes le samedi après-midi sur la piste de karting.
Déjà, 2 choses à savoir sur lesquelles on reviendra dans les prochaines vidéos. Premier point, les pneus de la voiture ont un potentiel de grippe fini. Et deuxième point, à chaque fois qu'on fait une manœuvre, on consomme un peu de ce potentiel. Donc si on utilise 100% du pneu pour accélérer ou freiner, le pneu n'est physiquement plus capable de tourner. Si on tourne le volant, on dépasse la limite de grippe du pneu et on commence à glisser. Sous virage, sur virage, on connaît. Si on comprend ça, on comprend qu'on va devoir faire un choix entre la quantité de frein, d'accélérateur et de volant. Pour aller le plus vite possible en virage, on va chercher à avoir le rayon de braquage le plus large possible pour emmener le plus de vitesse. Cette trajectoire est une trajectoire symétrique qu'on appelle trajectoire géométrique. En adoptant cette trajectoire, on utilise toute la durée du virage, presque la totalité du potentiel du pneu pour tourner. Donc finalement, on ne pourra commencer à accélérer qu'en fin de virage, quand on pourra redresser les roues. C'est pour ça qu'en adoptant cette trajectoire, on va commencer à accélérer tellement tard que tout le temps gagné dans le virage va être rapidement perdu dans la ligne droite suivante. Le but va être d'accélérer le plus tôt possible. Pour cela, on va chercher à mettre les roues droites aussi tôt que possible pour récupérer du grip qu'on va chercher à exploiter pour accélérer. Autrement dit, on va chercher à minimiser le temps qu'on passe avec les roues braquées. On y arrive en modifiant la trajectoire géométrique pour s'approcher d'une trajectoire asymétrique qu'on appelle trajectoire modifiée. Cette trajectoire repose sur un virage en 2 temps avec une entrée serrée et une sortie où on élargit pour pouvoir réaccélérer plus rapidement. Comme on va tourner plus en début de virage, avec un rayon de braquage plus faible, force centrifuge oblige, on va donc devoir réduire notre vitesse. Et c'est là qu'on perd du temps par rapport à la trajectoire géométrique où on passe plus vite avec un rayon plus large. Mais à l'inverse, en fin de virage, on aura au contraire un rayon plus élevé, ce qui va nous permettre de réaccélérer plus tôt et de prendre plus de vitesse. C'est à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de la ligne droite suivante qu'on regagne du temps par rapport à la trajectoire géométrique. Ainsi, en augmentant son temps de passage en virage, nous obtenons une meilleure vitesse de sortie et par extension, une meilleure vitesse en ligne droite, ce qui se traduit in fine par un meilleur temps au tour. Déterminer la trajectoire peut être un véritable casse-tête pour le pilote et ses ingénieurs. La différence de trajectoire peut être très subtile, mais elle fait une grande différence. C'est cette capacité plus ou moins grande à s'approcher de la trajectoire idéale qui différencie les bons pilotes des pilotes de génie. Trop s'éloigner de la trajectoire idéale, tourner trop tard et le temps perdu en virage ne sera pas récupéré dans la ligne droite suivante. Trop suivre la trajectoire géométrique et le temps gagné en virage sera vite perdu dans la ligne droite suivante. Et ça sera aussi l'occasion pour nos concurrents de nous dépasser facilement. Dans les 2 cas, ça se traduira in fine par un temps au tour moins bon. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, plus le virage est court et le rayon faible et plus la ligne droite suivante est longue, plus la trajectoire devra être altérée. Aussi, plus la capacité d'accélération de la voiture est bonne, plus la trajectoire doit aussi être altérée. Et inversement. Maintenant, il va falloir piloter pour coller à la théorie. Mais si en fait c'est une affaire de calcul et d'ingénieur, si le compromis entre vitesse en virage et vitesse en ligne droite peut être calculé en fonction de paramètres mesurables. Comme ce compromis est directement lié à la trajectoire que l'on prend, alors il suffirait de calculer la trajectoire idéale pour chaque virage en fonction de la configuration du circuit. Et comme ça, on serait sûr de réaliser le meilleur chrono possible. Alors, dans l'idée, pourquoi pas? Mais il serait naïf de penser que c'est aussi facile. Nous ne sommes pas des robots. Ce n'est pas parce qu'on sait ce qu'on devrait faire qu'on le fait vraiment. Ce n'est pas parce qu'on a parfaitement compris la théorie du pilotage qu'on devient champion du monde. Demandez à un jeune pianiste de jouer une étude de Chopin et vous verrez ce qu'il vous répond. Et c'est bien ça, l'art du pilotage. Être capable d'avoir le geste parfait avec le bon timing permettant de rendre réelle cette trajectoire jusque-là imaginaire. Heureusement, la théorie du pilotage existe et elle est remplie de conseils concrets et directement applicables sur piste pour améliorer son chrono. En tant que référence, elles vont nous indiquer à chaque tour, à chaque passage, à quel moment précis on doit faire telle action. Ça peut être quand on doit freiner, tourner le volant, accélérer, placer la voiture, etc. Il est impératif d'avoir des points de repère fiables et pertinents à chaque virage pour être reproductible. Ces points de repère vont nous permettre d'être réguliers et constants dans notre pilotage. Sans repère, chaque virage va se transformer en loterie. Chaque virage sera abordé comme si c'était la première fois qu'on le prenait. Et on ne développera aucune base de travail sur laquelle progresser. On ne pourra pas savoir si on a mal pris le virage, si on a freiné trop tôt, trop tard, trop fort ou pas assez, si on a tourné les roues au bon moment et suffisamment, alors que si on a des points de repère fiables, on va pouvoir, tour après tour, chercher à s'approcher de plus en plus de la limite de la voiture. Ces points de repère servent également à décharger notre esprit. Le cerveau est nul pour faire 2 ou plusieurs choses à la fois.
Donc en éliminant les questions du type « mais où est-ce que je dois freiner ?», on va décharger notre esprit. On va pouvoir porter notre attention sur d'autres choses comme ressentir le comportement de la voiture et regarder loin devant pour anticiper nos manœuvres. La fluidité avec laquelle Hamilton prend chaque virage n'est possible que parce qu'il a totalement intégré ses points de repère. Il n'a plus à y réfléchir. Il les aperçoit dans son champ de vision et ressent le moment où il doit accélérer, freiner et tourner. À la manière de musicien qui, à force d'avoir répété des heures et des heures, laisse la musique émerger de ses doigts. Si vous vous intéressez un peu au pilotage, il y a un point de repère que vous devez tous connaître. Vous devez même penser que c'est le repère le plus important. Alors, vous avez à la fois raison et en même temps pas tout à fait. C'est sûr que c'est important d'être reproductible au moment où nous appliquons les freins. C'est d'ailleurs en général le premier point de repère que nous définissons. Mais en fait, il existe une subtilité sur laquelle on reviendra. C'est que ce point de freinage est utile, mais on a tendance à lui accorder trop d'importance. On va jusqu'à le considérer comme absolu, alors que c'est le point de repère qui aura tendance à le plus varier tour après tour. Il va notamment dépendre de la vitesse à laquelle nous arrivons et d'une infinité d'autres facteurs. On doit donc à chaque tour ajuster notre point de freinage. Mais s'il n'est pas aussi déterminant, s'il n'est pas aussi fiable que ça, comment se fait-il qu'il soit le repère le plus connu et le plus utilisé ? Selon moi, ce point de freinage est plus un sujet d'ego qu'un véritable moyen de gagner du temps autour. Mais avant que je vous explique pourquoi, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas du tout. Le plus important pour un pilote efficace n'est en fait pas le point de freinage, mais l'endroit où il arrête de freiner au maximum pour pouvoir commencer à tourner. C'est le point qui marque le moment où on va donner le premier angle au volant. Donc en général, c'est aussi le moment où on commence à relâcher les freins pour entamer une phase de freinage dégressif. On doit donc avoir effectué la totalité de notre freinage maximal pour pouvoir entamer un passage de relais entre le frein et l'angle au volant. On l'a vu, le potentiel de traction de la voiture n'est pas illimité. Donc si nous voulons demander à la voiture de tourner, nous devons diminuer l'effort de freinage pour pouvoir libérer du grip. Ce point de braquage est certainement le point le plus important d'un virage. Trop se focaliser sur le point de freinage amène généralement à surralentir la voiture, surfreiner, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Alors qu'en se focalisant sur le point de braquage plutôt que sur le point de freinage, on se met dans de meilleures dispositions pour ajuster notre vitesse et ainsi optimiser notre passage en virage. Cela demande d'être attentif aux sensations de vitesse. En imprégnant notre cerveau du comportement de la voiture, on sera ensuite capable d'évaluer en direct notre vitesse et de l'ajuster en fonction. Une mauvaise entrée de virage aura pour conséquence un mauvais passage. Mais malheureusement, l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on réussit une bonne entrée de virage qu'on va réussir la sortie. Il va donc falloir apprendre à transformer l'essai en optimisant le cœur du virage. La partie centrale du virage est aussi la partie la plus critique. C'est cette partie du virage qui demande d'avoir le meilleur équilibre, la meilleure balance de la voiture. Quand on parle de balance optimale en virage, on parle de la meilleure répartition possible des charges de la voiture sur ces différentes parties. Par exemple, en entrée de virage, on demandera beaucoup d'efforts aux pneus avant pour pouvoir à la fois tourner et freiner. On va donc essayer de les charger le plus possible pour leur offrir un surplus de grip. C'est un peu comme un boost qui augmenterait leur barre d'énergie. À cet instant, toute perturbation de l'équilibre de la voiture aura pour conséquence une modification de la répartition des charges et donc une modification de la répartition du grip disponible. On prive donc les parties de la voiture qui en ont le plus besoin du surplus de grip non utilisé par les autres parties. Exemple. Si on se rend compte qu'on a trop freiné en entrée de virage et qu'on doit redonner un coup d'accélérateur pour ne pas perdre trop de temps, on va déplacer la charge de la voiture vers l'arrière. Le train avant, alors déchargé, va se retrouver dans une situation délicate où on lui retire du grip dont il avait besoin pour faire tourner la voiture. La voiture a donc du mal à tourner et on loupe le point de corde. C'est le fameux sous-virage. C'est un peu une histoire paradoxale. On part d'une situation où justement on n'avait pas assez de vitesse, ce qui a priori facilite le passage en virage, à une situation où on est en déséquilibre et on décroche. La partie centrale du virage a ça de particulier que c'est à la fois l'endroit où la voiture doit être le plus stable possible et à la fois l'endroit où on doit faire le plus de choses en même temps. Nous allons donc devoir gérer de la meilleure façon qui soit le relais entre frein, braquage et accélérateur. Comme chacune de nos actions va inévitablement occasionner un transfert de charge ayant tendance à déstabiliser la voiture, le transfert de charge devra être le plus souple et le plus doux possible. Plus nous serons doux dans nos manœuvres, moins les transferts de charge seront importants, plus l'équilibre de la voiture sera préservé et plus le potentiel de traction sera donc important. On comprend donc que la douceur et la fluidité de cette transition jouent un rôle majeur dans la vitesse que nous sommes capables d'emmener dans le virage. C'est de là que vient le célèbre « smooth is fast ». Donc pour améliorer cette phase, il faut développer un sens de l'équilibre de la voiture. Et pour ça, pas de secret, il va falloir s'entraîner.
beaucoup s'entraîner. Mais cette conservation de la balance de la voiture n'est pas le seul objectif du milieu de virage. Nous devons également nous approcher le plus possible des limites de la voiture, tout en respectant également le plus possible la trajectoire idéale. Pour respecter cette trajectoire, l'apex du virage constitue un repère intéressant dans notre stratégie. C'est le point où nous passerons le plus à l'intérieur du virage, c'est-à-dire le point où nous frôlerons le vibreur ou le mur intérieur. L'apex idéal peut être vu comme une balise. Il peut se situer tôt dans le virage, au centre ou tard dans le virage. L'endroit où nous allons prendre l'apex est directement influencé par la manière dont on rentre dans le virage et va déterminer la manière dont on en sort. Une sortie optimale place la voiture sur une trajectoire l'amenant à la limite extérieure du circuit, tout en exploitant le maximum de son potentiel de traction. Une sortie idéale doit obliger à utiliser toute la surface de piste disponible. J'insiste sur l'idée d'obligation, dans le sens où cela ne doit pas être un choix délibéré de notre part de positionner la voiture à l'extérieur du virage parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça voudrait tout simplement dire qu'on sous-pilote et qu'on n'exploite pas tout le potentiel de la voiture. Si on fait ça, c'est que soit on aurait pu réaccélérer plus tôt, soit on aurait pu prendre l'apex plus tôt, soit on aurait pu amener plus de vitesse dans le virage. La trajectoire de sortie idéale est donc la conséquence directe d'un pilotage à la limite et d'une parfaite exécution des manœuvres de braquage et d'accélération dans le bon timing. Il semblerait qu'on soit maintenant armé pour attaquer n'importe quel virage de manière efficace et réfléchie. On dispose de bases solides pour explorer toutes les subtilités du pilotage et obtenir des résultats intéressants. Donc si vous avez appris quelque chose ou que vous avez simplement apprécié passer un moment avec moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. On a encore plein de techniques à découvrir, de performances à décrypter et de pilotes à analyser ensemble. Cette première plongée dans les profondeurs du pilotage va aussi nous permettre d'apprécier encore plus les tours de folie que les légendes comme Hamilton ont à nous offrir. On sera capable, dès le prochain Grand Prix, de percevoir et ressentir l'intensité, la difficulté et la pression du pilote face à la tâche qu'il a à accomplir. Non pas sur un tour, mais bien à chaque virage. Et d'une certaine manière, comprendre ce que ressentent ces héros, c'est un peu comme vivre le tour avec eux.